Je suis ébloui, je ne vous vois pratiquement pas. J'ai l'impression de parler à personne. Donc, lumière moderne, l'ultime frontière de l'aventure spatiale au service de l'aventure humaine, une évolution nécessaire, une évolution vitale. Nous allons donc parcourir à travers quelques images et à travers ce discours les étapes et les évolutions nécessaires dans ce monde en permanent bouleversement. Le XXIe siècle nous transporte dans cette sorte de nébuleuse où s'affrontent de façon systématique et de plus en plus tumultueuse les malheurs, les bonheurs, les joies, les désespoirs de l'homme moderne, à la recherche de ce qu'il voudrait avoir pour vivre mieux, à la recherche d'une meilleure santé, à la recherche de tout ce qui pourrait faire que cette évolution incontournable l'amène à un monde meilleur. Et sentant progressivement cette orientation vers une sorte d'étouffement, il se tourne vers le ciel, comme l'ont fait nos ancêtres, mais cette fois avec des outils qui lui permettent effectivement de monter un tout petit peu là-haut et d'essayer de comprendre s'il y trouvera les clés de ce qu'il cherche actuellement pour améliorer son existence. Alors, comment on fait tourner ce truc-là? Voilà. Frôler ou transcender les limites. Alors, dans ce petit diagramme qui représente un siècle d'activité humaine dans la troisième dimension, vous voyez à peu près au milieu, au bout d'une cinquantaine d'années, un grand événement, donc l'arrivée sur la Lune. Donc, c'est une ascension fulgurante. Et puis, l'obstacle n'a pas été transcendé, l'essai n'a pas été transformé, et puis le voyage suivant qui devait nous conduire sur Mars, il se fait attendre, il y a des chances qu'il se fasse attendre encore pendant longtemps. Et nous sommes redescendus, non pas transformer l'essai, nous sommes perplexes. Et en fait, dans les 50 années qui ont suivi, nous avons fait face à beaucoup de réalités, je ne parlerai pas de difficultés, mais de réalités. Et cet homme enthousiaste et conquérant, qui était parti donc, dès le début de cette aventure spatiale, est devenu un homme plus moderne, plus simple, toujours aussi enthousiaste, et qui a dû réaliser, et à travers certaines relations scientifiques, à travers certains discours, certaines informations, comme celles que nous venons d'avoir, que les pas suivants devraient être faits au nom du peuple de la Terre. Il ne s'agissait plus d'aller planter un drapeau sur une planète, mais d'agir en solidarité avec ce peuple de la Terre qui ne trouvera les clés de alors je regarde où j'en suis quand même, les clés de cette nouvelle aventure qu'au travers d'une paix globale et d'une paix universelle. Bon, ça ne marche pas. Ah si. C'est une belle planète. Vous avez tous reconnu Jupiter. Les explorateurs de l'impossible, la lumière manquerait-elle? Donc, dans la suite de tout cela, donc, ce que l'on constate, c'est que les pas du futur, la progression, le progrès de l'aventure spatiale, on ne parle plus de conquête, on parle d'une exploration de l'espace, ne peut se faire sans être dissocié du progrès du peuple de la Terre. Alors, on nous demande, et ce défi, d'un côté le défi des explorateurs de l'espace et le défi de l'humanité, donc sont complètement imbriqués, beaucoup plus que jamais.
on nous demande en quoi votre aventure, donc si on revient vraiment un peu trop en arrière, est-ce que votre aventure sert à quelque chose dans ce sens de cette coopération? Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire non, et je vous dirai que l'équipe, la grande équipe internationale qui a été conçue autour du projet de Station spatiale internationale est une réalisation brillante. Je ne dirais pas grandiose, mais exemplaire. En ce sens que cette équipe, qui a été capable en 20 ans de monter cet arsenal là-haut, a été surtout capable de faire fonctionner plusieurs équipes internationales, donc de vaincre de très nombreux obstacles, des obstacles géographiques, des obstacles de la langue, des obstacles de la culture, les obstacles de leurs connaissances technologiques, leurs habitudes. Eh bien, cette équipe fonctionne parfaitement bien, a su s'affranchir de beaucoup de barrières et a donc franchi ce grand pas qui est, à mon avis, et à l'avis de beaucoup, je pense, capable non pas de servir de modèle, mais d'exemple de ce qui peut être fait toujours autour de cette notion d'un peuple de la Terre qui veut avancer et qui veut aller voir plus loin. Cette notion est d'autant plus essentielle que nos scientifiques nous révèlent tous les jours l'existence de pas moins d'1 milliard, pratiquement 1 milliard d'exoplanètes, donc de planètes similaires à la Terre, dans notre seule galaxie. Donc notre grain de sable, pour reprendre l'expression d'un de mes prédécesseurs, notre grain de sable est bien trop petit pour, au milieu de cette foultitude de planètes semblables, est trop petit pour contenir les milliers de frontières, les milliers de clochers, les milliers d'idées qu'on ne veut pas partager, et ce repli sur soi qui est le comportement humain actuel. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus dans ce monde, dans ce... Bon, là, on n'a plus de belles images de l'univers, on va en avoir tout à l'heure, mais ne peut plus contenir ce genre de grains de sable découpés en micro-grains de sable. Et des exemples d'avancées internationales, il n'y a pas que cette équipe internationale de l'ISS, on a aussi, heureusement, de nombreuses associations culturelles, scientifiques, etc., qui fonctionnent très bien sur notre planète, et ce ne sont pas des mouvements internationaux à vocation politique. Il y a là aussi, et je n'entrerai pas dans ce détail, on n'a pas le temps, puis je pense que ça serait déplacé, mais il y a aussi le problème politique. Il y a autant on a une amorce de mouvements internationaux, autant on n'a pas d'amorce d'une politique ou d'axes politiques internationaux. On vit toujours dans nos clochers, dans nos casernes, et là, il y a un effort à faire. Donc, l'exemple de cette équipe internationale. Et un petit mot maintenant avant de passer au slide suivant. Vous avez choisi donc l'image de la lumière pour cet événement d'aujourd'hui, qui, dans son côté abstrait, immatériel et rapide, est une excellente introduction à ces limites donc, que nous voudrions passer aujourd'hui. Alors, voyager dans l'univers, on va voir quelques chiffres, mais avant toute chose, et je regarde si le... Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ici, dans cette nébuleuse, quelque chose qui vous rappelle autre chose? Bon, je vous mets sur la piste, on verra. Là, il y a une langue, là, il y a un œil, il y a 2 yeux, des cheveux un peu hirsutes, une touffe de cheveux ici. Qui? Voilà, bon, il a trouvé. Einstein, mais on va le voir après. Alors, des chiffres. À la vitesse de la lumière, 1/10 de seconde pour faire le tour de la Terre, 1 seconde pour rejoindre la banlieue lunaire, 8 minutes pour Mars, 4 années l'étoile la plus proche, 300 000 ans pour traverser notre galaxie, à peu près, et quelques millions d'années pour en voir une autre. Et là, donc, on va
Voilà. Je vous livre ce petit montage. C'est pas extraordinaire, ça, hein, dans cette grande nébuleuse. Regardez bien, il disparaît. Vous avez bien les yeux, la bouche, le nez, les cheveux, la touffe de cheveux ici. Voilà. Donc, alors, on va revenir un peu sur Terre. Et ben, à des vitesses pareilles, en une vie humaine, qu'est-ce qu'on ferait si on a la chance de voyager à la vitesse de la lumière? Ben, je vais essayer de ne pas bouger trop. On franchirait à peu près le diamètre de ce petit point. Voilà, c'est ce qu'on ferait. Donc, il y a quelque chose qui nous choque. On avance, la technologie avance, la science avance, mais on en est toujours à des limites graves, pour prendre les expressions des jeunes. Alors, un autre petit exemple, là, pour nous divertir un peu, avant la fin, on a imaginé un voyageur intelligent. Un voyageur intelligent serait un voyageur conçu de nos jours, au XXIe siècle, et qu'on enverrait, comme ça, à l'exploration de l'univers. Et si on l'envoyait vers une autre galaxie, il mettrait quelques millions d'années pour y aller, mais avant qu'il nous envoie son message, je pense que ce n'est même pas la peine d'y penser. Donc, on s'est dit, voyageur intelligent, on l'envoie à 50 000 années-lumière seulement, à l'intérieur de notre galaxie. Ce n'est pas très loin, 50 000 années-lumière. Mais comme on n'a pas encore atteint la vitesse de la lumière, il va mettre à peu près 150 000 ans pour y aller, et puis 50 000 ans pour nous renvoyer le message. Au total, 200 000 ans, c'est à peu près un peu moins que l'âge de l'humanité. Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça, 200 000 ans. Donc son message retour, on l'aura dans 200 000 ans. Alors, donc pour concrétiser un peu tout ça, donc je me trompe de bouton, que dirions-nous de l'image réfléchie d'un miroir qui aurait été envoyé sur la Lune à l'époque de Léonard de Vinci? Avec les moyens de l'époque, le miroir serait arrivé il y a un mois et nous renverrait une belle image de la Terre. Eh bien, on dirait, bah oui, mais c'est pas la bonne couleur. Bon, pour le musée. Donc, toujours pour vous mettre un peu en appétit de découverte, j'espère que les élèves de l'école des mines, dans quelques temps, arriveront à nous trouver les réponses à toutes ces questions qu'on se pose. Alors, rapidement, le chemin du destin, ses limites, où en sommes-nous? Un autre petit diagramme. Alors ici, 15 milliards d'années, l'âge de l'univers. Et si on prend cette échelle, ben, ça nous amène très loin par là. Et ce qui nous intéresse, donc on passe les autres événements, le Soleil, etc. Et puis 6 millions d'années. 6 millions d'années, ça nous amène sur cette route. 6 millions d'années, c'est 1/2 millième de l'âge de l'univers. Si je ne me suis pas trompé. C'est 1/2 millième, hein? Oui. 1/2 millième, 6 millions d'années. 1/2 millième de l'âge de l'univers. Et c'est pourtant loin derrière nous. C'est là qu'il y a le premier bipède, même pas un ancêtre de l'homme. Et puis on remonte, on arrive à 200-300 000 ans, Homo sapiens, l'homme de Néandertal, et c'est nous. Voilà, 300 000 ans. Donc, est-ce que nous sommes une étincelle à l'échelle de ces 15 milliards d'années, une étincelle capable d'allumer un grand brasier, et puis on n'en parle plus, un peu comme disait le pape tout à l'heure, ou une étincelle qui va allumer une grande lumière moderne, qui va se poursuivre loin par là, attention, à vos yeux. Voilà, donc, toujours dans les temps. Alors, on revient un petit peu en arrière, et imaginons qu'on soit capable actuellement de multiplier par 400 la vitesse maximum que nous atteignons aujourd'hui, qui est de Mach 25, c'est-à-dire 7 km par seconde. Bon, 400 fois, ça nous donnerait 1/100 de la vitesse de la lumière. C'est quand même pas mal, 3000 km par seconde. Ça mettrait la Lune à 2 minutes d'ici, et 10 à 15 heures, un voyage transatlantique. Donc 10 à 15 heures pour atteindre Mars. Eh bien, c'est encore 4 siècles pour atteindre l'étoile la plus proche. Donc, toujours un peu loin. Alors, je saute quelques autres idées que j'avais, parce que je vois que le temps passe. Alors, pour en savoir plus, on a décidé d'aller écouter aux portes. Et donc, on se pose la question, parce qu'on n'arrive pas à aller assez vite, on se pose la question, est-ce qu'on a des voisins?
Donc on écoute aux portes, on dit peut-être les voisins vont pouvoir nous envoyer des trucs pour améliorer notre ordinaire. Donc je vous passe les chiffres. On est parti d'une... Donc, vous allez voir, on arrive à un voyage impossible. 1 milliard d'exoplanètes donc, dans notre galaxie. Et puis tout ça, je vous laisse passer. On imagine donc, vous voyez, j'ai mis là 1000 civilisations par galaxie, et qui ont pu commencer à exister, disons, il y a 10 milliards d'années. Et puis qui émettent leur fameux signal, et c'est très sérieux, on a des tas d'endroits sur la Terre maintenant où on écoute, on essaie de trouver les signaux, puis je peux vous dire, on n'a toujours rien entendu. Et puis, on fait un petit calcul statistique de probabilité, je vous laisse faire. On arrive au résultat, il reste, ça fait une chance sur 10 000 à peu près d'entendre quelque chose, si tant est qu'il y ait un signal. Donc là aussi, pas de bol, les voisins ne vont rien nous dire. Donc voilà, là je suis dans les temps. On arrive à la conclusion. Donc, cette immensité n'a pas été faite pour qu'on se contente de la regarder. Voilà, c'est la version optimiste. Nous sommes nés pour survivre. Ça, c'est le besoin qu'on a exprimé dans le premier slide. Nés pour nous battre contre l'ignorance. Tout ça, ça fait partie aussi du message que vous avez entendu tout à l'heure. Nés pour gagner. Et on reprend le petit tremplin de tout à l'heure. Ça ressemble à un plongeoir, hein. Donc là, on a nos oiseaux, là. Nos oiseaux, c'est les 200 000 ans quand même, mais c'est vraiment rien, c'est le dernier millimètre du plongeoir. Alors après, c'est quoi? Alors il y a l'option, on va commencer par la pessimiste. La pessimiste, c'est, il passe le plongeoir, boum, il tombe, là. Là. Et puis, il y a la version optimiste, c'est par là. L'étincelle aura allumé non pas un incendie, mais une belle lumière moderne. Et puis on arrivera, peut-être que d'autres sont arrivés, c'est pour ça qu'on n'a pas leurs signaux, pour ça une grande transcendance, un passage à une autre forme de présence, de civilisation. Mais quand même, il faudra pas mal de bol. Voilà. Bon, un peu dépassé.